je me présente, Arlette Bouloumier, professeure à l'Université d'Angers en littérature contemporaine. Mon livre s'intitule Michel Tournier, Voyages et paysages, dans la collection Vuitton Quinzaine littéraire, aux éditions Vuitton Quinzaine littéraire. Il parle des voyages de Michel Tournier, sujet qui n'avait jamais été vraiment traité, et où je cite abondamment des passages de son œuvre. Alors, il faut savoir que presque tous les livres de Michel Tournier évoquent un très grand voyage. Par exemple, n'importe lequel, Vendredi ou l'âme du Pacifique, le personnage part d'Écosse et arrive dans l'archipel Juan Fernandez au large du Chili, ce qui était un très grand voyage. Vous avez aussi dans Le Roi des Zones un personnage qui quitte la France et qui va en Prusse orientale, où il est fait prisonnier. Et enfin, l'exemple le plus frappant, c'est Les Météores. C'est un véritable voyage autour du monde, d'un jumeau qui poursuit son jumeau et qui va de Paris à Venise, à Djerba, en Islande, au Japon, au Canada, et qui revient en Europe au moment de la chute du mur de Berlin. Pour donner quelques exemples, ce sont de très grands voyages. Ces grands voyages qui sont décrits dans les romans, en fait, Michel Tournier a fait des grands voyages lui-même pour les préparer. Donc, il a fait un voyage au Japon, au Canada, parfois des voyages séparés. Il est allé au Sahara pour écrire La Goutte d'Or, qui est le roman d'un immigré qui vient en France. Il est allé en Israël pour préparer les Rois Mages. Donc, vous voyez, les fictions et la réalité, il y a toujours chez Tournier la volonté d'être très proche du réel, même s'il le transfigure. Donc c'est un sujet évidemment essentiel, et il dit que les voyages le transforment en profondeur, et il se compare même à une éponge, Pierre Ponce, qui se, comment dit-il, éponge Pierre Ponce, je me métamorphose en fait, le monde extérieur m'envahit et je suis différent. Donc ce sont des véritables mues, c'est le mot qu'il emploie, qu'il aurait voulu d'ailleurs donner au Vent Paraclet, son ouvrage autobiographique, pour évoquer cette transformation. Donc évidemment, le voyage est un sujet très important chez lui. Alors, l'angle abordé, il y a deux angles. Il faut savoir que Michel Tournier a fait des études d'ethnographie auprès de Lévi-Strauss, et donc la rencontre dans le voyage, c'est la rencontre avec l'autre. Mais l'autre, parfois, très éloigné, très différent, aux coutumes, aux usages totalement étrangers. Donc l'altérité, l'approche ethnographique existe, mais il y a aussi une autre approche plus géographique. C'est-à-dire que Tournier s'intéresse beaucoup, par exemple, aux marées, à la météorologie, c'est-à-dire à l'aspect physique du pays, avec ses caractéristiques. Il parle du Mistral, par exemple, en Provence. Et donc, c'est sous cet angle un peu géographique que j'aborderai aussi ces voyages. Donc, deux approches différentes. Et pour justifier le titre du livre, je cite une phrase de Tournier. Il dit « C'est la chasse cosmopolite à la chair, aux images et aux paysages ». C'est une citation, donc « Voyage et paysage ». Le titre vient de cette phrase. J'ai eu autrefois à mon arrivée, un étudiant, je crois que c'était en maîtrise, on ne disait pas encore master, qui est devenu directeur des éditions Vuitton, Quinzaine littéraire. Et il s'est souvenu de moi 10 ans plus tard ou plus, lorsqu'il a dû choisir l'auteur d'un nouvel ouvrage. Donc il m'a fait signe en se souvenant des conférences que j'avais faites sur Michel Tournier, ce qui m'a fait un très grand plaisir de le retrouver dans ces circonstances. Et donc c'est une commande. C'est la seule, d'habitude je fais des ouvrages dont j'ai décidé du sujet, et là il se trouve que ça a été une commande. Voilà, je pense que pour donner une idée de cette collection, je crois que c'est cet étudiant qui est devenu directeur. Vous savez que Vuitton, c'est les sacs de voyage. Donc vous pouvez être étonné que ce soit un éditeur. Mais les sacs de voyage impliquent le voyage. Et donc ils ont imaginé de donner des idées à leurs clients pour faire des voyages sur les traces de Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Simenon, Derrida. C'est très varié, souvent des auteurs contemporains, français mais aussi étrangers.
Et voilà comment la collection est née. Et c'est une collection un peu luxueuse, toujours accompagnée de photographies. Et de plus en plus, ils exigent que le photographe ait un lien étroit, ou soit un grand photographe, un lien étroit avec l'auteur. Donc c'est en plus du voyage avec l'auteur, c'est la rencontre avec un grand photographe. Et le photographe et l'auteur voyageant ensemble. C'était le cas. Tournier n'aime pas voyager seul. Il invitait souvent son ami Édouard Bouba à l'accompagner. Alors, ce qu'apporte de nouveau le livre, c'est que pour beaucoup de lecteurs, Tournier était un auteur sédentaire. D'ailleurs, il avait lui-même entretenu cette image, l'ermite dans son presbytère, dans la vallée de Chevreuse, un peu à l'écart de Paris, plongé dans ses textes. Et il y a bien cet aspect chez lui aussi. Mais il m'a donné accès à son journal Extime. Et j'ai pu constater que les voyages, 3 grands voyages par an, plus tous les voyages où en général il est toujours invité, où il fait un aller-retour assez rapide, 3 grands voyages par an, c'est considérable. Et même en lisant le journal Extime, je me demandais, mais quand est-ce qu'il écrit? Quand est-ce qu'il travaille? C'était même excessif. Enfin, d'ailleurs, il le dit lui-même, le voyage, à la fin, c'est plus très enrichissant, il y en a trop. Donc cet aspect-là, vraiment, a fait un peu changer le point de vue sur lui. Deuxième point, c'est l'apport des photos de Bouba, son ami, d'autant plus que Tournier a travaillé sur la photographie. Donc il y a des inédits du journal Extime aussi. Plusieurs inédits, pas trop, parce qu'après Gallimard dit que c'est pour lui. Voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs choses. Et je crois aussi que je rapproche des textes qui sont dispersés. Et que ces textes dispersés, rapprochés, créent comme une impression de nouveauté. Beaucoup de lecteurs n'avaient jamais lu ces textes. Alors le rapprochement, par exemple, d'un article et puis d'un passage du livre met en relation la fiction et la réalité. Et donc ce montage fait comme si c'était quelque chose de nouveau. Et le livre, enfin pour beaucoup, ils ont cru que c'était nouveau. Et j'ai oublié de dire, mais ce livre sera publié chez Gallimard, collection Folio, en 2012. Ça, pour moi, j'étais très contente. Alors, j'avais déjà travaillé dans cette direction, puisque j'avais organisé un colloque sur l'inspiration géographique dans la littérature, qui a été publié aux éditions Imago sous le titre « Le génie du lieu », d'ailleurs en collaboration avec une collègue, Madame Trevisani. Et disons que ce sujet, c'était d'étudier l'évolution de la notion de paysage dans l'espace, mais dans le temps. Parce qu'autrefois, par exemple, les montagnes n'étaient pas du tout un lieu admirable, on en avait peur, c'est Rousseau qui a inventé la montagne. Donc il y a une évolution de la notion de paysage, et je crois que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, puisque l'écologie est, si je puis dire, à la mode. Donc d'ailleurs, il y a très peu de temps, j'ai découvert une vitrine de la librairie Compagnie entièrement consacrée au paysage. J'ai demandé s'il y avait un événement particulier. On m'a dit non, on fait souvent des vitrines. Et il y avait le livre, j'étais très fière, sur le génie du lieu. Donc vous voyez, c'était donc une direction qui m'intéressait, en insistant sur l'aspect justement géographique, l'influence des lieux, les lieux devenant parfois des personnages et non pas seulement de simples décors dans beaucoup de romans contemporains. Je pense, si vous voyez Julien Gracq, lui aussi donne beaucoup d'importance au paysage. Il faut dire que c'était un professeur d'histoire-géographie, ce qui est un peu normal. Mais si vous prenez Giono, si vous prenez Maurice Genevoix, c'est souvent vous voyez, une approche contemporaine qui caractérise en tout cas beaucoup de romans contemporains et qui les rend poétiques, puisque le personnage principal n'est pas forcément uniquement humain. Il y a le paysage est vivant. Je ne peux pas situer particulièrement un meilleur moment. Je dirais que c'est presque toujours un moment agréable, dans la mesure où l'évocation, la réunion des textes concernant le paysage, nous plonge dans un moment plutôt de sérénité et de bonheur. Tournier n'a pas écrit que des choses
qui soit heureuse. Hein. En général, dans ces romans, ces personnages sont confrontés à une situation très douloureuse au début, et peu à peu, ils échappent, ils transforment cet handicap en avantage, et finalement, ça se termine bien. Mais quand vous lisez le livre Voyage et paysages, c'est l'inspiration historique est gommée. Tout ce qui est noir, un peu, enfin, l'inspiration historique évoque souvent les guerres, évoque souvent des choses douloureuses. Bon, et ça existe aussi dans les romans de Tournier. Mais cet aspect-là disparaît au bénéfice plutôt d'un aspect plus heureux. Hein. Tournier dit que l'histoire c'est le diable et la géographie c'est Dieu. Vous voyez, c'est pour simplifier. Donc ça a été pour moi un bonheur assez continu, hein, d'évoquer cet aspect de son œuvre, qui n'est pas la seule. C'est un aspect qui rejoint la célébration. Vous voyez, la célébration qui est un acte d'enthousiasme, d'admiration. Donc je pense que les gens qui liront ce livre éprouveront peut-être ce bonheur. Je prends un exemple. Le Roi des Aunes est consacré à la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'est pas une période heureuse. Mais quand on lit, il évoque la Prusse orientale, il évoque le paysage de la Prusse orientale. Et disons que, même si à la fin les troupes russes arrivent, et évidemment c'est la guerre avec ses horreurs, on a un moment de sérénité. Le personnage principal trouve un moment de sérénité dans ces lieux. Bon, il y a des romans qui sont plus orientés, Les Météores par exemple, sur cette découverte des jardins. On va de jardin en jardin, donc là où le jardin c'est la sérénité, c'est d'île en jardin. Donc, mais je pense qu'il n'y a peut-être pas un moment plus... Bon, si, je peux toujours vous dire que le moment où Tournier a trouvé le plus de bonheur, c'est en Tunisie. Il le dit volontiers. Il a consacré deux passages, enfin un article à cette évocation de la Tunisie, et puis il l'a repris dans Les Météores. Et là, c'est lié à une rencontre avec des amis français qui s'étaient installés en Tunisie et qui l'ont reçu. Donc ça s'appelle Voyage à Hammamet. Et il y a à la fois le texte dans un numéro spécial de la NRF qui raconte sur un plan autobiographique cette rencontre et ce bonheur dans un jardin magnifique, conquis sur le désert d'ailleurs. Et puis il reprend ça dans Les Météores. Donc si vous voulez, ça a été intéressant de confronter les deux passages. Et Tournier dit que de tous les voyages qu'il a fait, c'est peut-être celui-là où il s'est senti... disons, le plus chez lui, parce que les voyages, parfois on se sent tout à fait étranger, même si c'est passionnant. Là, il était parfaitement heureux. Donc le lecteur doit peut-être le sentir aussi. Alors, mes projets de recherche, d'abord, je dois terminer le colloque que je viens de faire sur la réception de Michel Tournier en France et à l'étranger. Donc ça, c'est déjà le premier point. Ce colloque a réuni 9 professeurs universitaires, enfin, ou traducteurs étrangers. Donc c'est déjà une chose à faire en priorité. Après, bien sûr, j'ai toutes sortes de projets dans des colloques différents, mais le but c'est d'enrichir le fonds qui a été créé, Michel Tournier, ici, et de faire en sorte qu'il soit stabilisé, parce que pour l'instant il y a divers problèmes qui se posent. On ne connaît pas toutes ces richesses. Par exemple, les étrangers ont cherché sur le fond, et à traduction, il n'y a rien. Alors on a fait une exposition extrêmement riche, avec des traductions dans toutes les langues. Et ben on ne peut pas s'en apercevoir en cliquant sur traduction, alors que ces livres sont dans la bibliothèque, mais dans le catalogue général, où on n'indique pas, en tout cas à traduction, voir le catalogue général. Voyez, pour vous donner un exemple, mais je crois que ce fonds, il faut le rendre plus lisible de l'extérieur, et j'apporte depuis que je suis ici régulièrement. Alors ce sont des traductions, ce sont des articles de journaux, ce sont des thèses, enfin, ce que me donne Michel Tournier, et c'est classé, et je crois que c'est précieux, parce que je suis allée chez Gallimard aussi pour me renseigner pour ce colloque, et j'ai vu qu'ils avaient beaucoup moins de choses qu'ici. Donc ça m'a confirmé dans l'idée que ça serait bien
d'enrichir encore, d'autant plus que les étrangers ont apporté chacun un petit quelque chose, des traductions en russe qui nous posent quelquefois problème, parce qu'on ne sait pas lire en cyrillique, et donc on a bien du mal à le déchiffrer. Ou il y avait une japonaise, donc maintenant qu'il y a ce rayonnement un peu international, je souhaiterais créer une association. Alors le titre, hein, des amis, des lecteurs de Michel Tournier, bon, je pense que ça, il faut y penser. Et puis, bon, j'ai d'autres projets, mais quand ce sont des projets à long terme, disons, pour disons, faire mieux connaître son œuvre, il faut faire des éditions critiques. Donc, il y a de quoi faire. Voilà.